sur Radio Vallée de la Lézarde. C'est le 14-18 du samedi et ça y est, on l'annonçait depuis un petit moment. Ils sont parmi nous dans les studios. J'ai un grand plaisir de recevoir Monsieur Philippe Paumel, délégué départemental du refuge pour la Seine-Maritime. Mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de Monsieur Dylan Cardine. Messieurs, bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour Dylan. Donc alors allons-y, on commence ensemble. On se vous voit, on se tutoie, on fait comment? On va être une heure ensemble, je pense qu'on peut peut-être se tutoyer. Eh ben écoutez, on va faire comme ça à la bonne heure. Alors tout d'abord le refuge, le terme le refuge. Alors dit comme ça peut paraître plus ou moins vague. Alors c'est pour ça la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que le refuge? Alors le refuge, c'est une association qui a pour objectif, qui a pour mission d'accueillir des jeunes de 18 à 25 ans rejetés du milieu familial à cause de leur orientation sexuelle. Et nous, en tant que bénévoles, notre mission, c'est de leur apporter un toit, c'est de leur apporter un accompagnement psychologique, parce qu'il est évident que dans la plupart du temps, dans les conditions dans lesquelles ils sont mis dehors, c'est un peu compliqué pour eux, ou très compliqué même parfois. Et donc un accompagnement psychologique, un accompagnement social. Cet accompagnement, c'est justement pour leur faire prendre une autonomie. C'est-à-dire on fait pas pour eux, on les accompagne à faire eux-mêmes. Et notre premier objectif, c'est qu'ils retrouvent une confiance en eux-mêmes, parce que c'est certainement ce qui est le plus important. Plus important parce que ce sont des jeunes, j'imagine, voilà, qui ont besoin, on va dire, d'une aide, d'une main tendue, quoi, d'une certaine façon. Oui, voilà, on peut le dire comme ça, effectivement. D'accord. Alors, combien de délégations d'antennes locales dans toute la France, si vous avez une idée? Oh, bah, c'est plus qu'une idée, ça va être très précis. Ah bah alors là, c'est génial, dites-moi tout. Nous avons été créés, la délégation du Havre a été créée en mars 2017, en même temps que la Guyane, et donc nous étions la 17 et la 18e délégation en France et en métropole. D'accord, 17e, 18e donc... à peu près. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ce que vous êtes en Seine-Maritime, maintenant, avec ce qu'il en est du refuge. Et tout d'abord, je préfère revenir à la base, au tout début de l'histoire. Qui a eu l'idée de lancer la délégation en Seine-Maritime ? Bah ça, c'est une question qui est assez difficile parce que c'est tout un concours de circonstances, en fait. Je pense pouvoir dire que la première personne qui a eu l'initiative de cette délégation, c'est la personne qui était le maire du Havre à l'époque, qui est aujourd'hui notre Premier ministre, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, donc. Oui, c'est Édouard Philippe qui a un jour appelé, alors pour des raisons qui lui sont propres, que je connais mais que je ne dévoilerai pas, si un jour il veut en parler, il en parlera, mais il a téléphoné un jour à Nicolas Noguier, qui est le président de l'association au niveau national, oui, pour lui dire, voilà, Nicolas, j'aimerais que tu crées une délégation du refuge au Havre. Et là, Nicolas lui dit, bah oui, mais il nous faut un porteur de projet. D'accord. Et ça, il y a à peu près, maintenant, ça doit faire à peu près 5 ans. Ah, 5 ans. Oui, à peu près, oui. Et donc, il y a eu une première tentative, une personne qui s'est portée... qui s'est présenté pour porter le projet, qui était du Havre, qui a abandonné. Une autre personne a repris sur Rouen, s'est revenue sur le Havre. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Une sorte de va-et-vient. Voilà. Et puis un jour, une personne que je connaissais, dont j'avais entendu dire qu'il portait ce projet-là. Je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien en faire partie. Et il m'a dit, écoute, pas tout de suite, c'est pas le moment. Pour l'instant, je suis en train de poser les bases. Et puis dès que c'est créé, au contraire, là j'aurais besoin de monde. Et un jour, j'ai appris qu'il avait arrêté, qu'il avait abandonné, parce que c'est un projet qui est un peu lourd à mettre en place. Oui. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment, il faut que quelqu'un le fasse. Et là, je me suis lancé. J'ai contacté Nicolas Noguier et Frédéric Gall, qui est notre directeur général. Ils m'ont fait passer un entretien assez poussé en visioconférence. Oui. Et puis ils m'ont nommé porteur de projet. À partir de là, je me suis dit, il faut surtout pas que je fasse ça tout seul, parce que sinon je vais me planter, quoi, clairement, hein, pour parler simplement. Et donc j'ai fait appel à 8 autres personnes, dont Dylan, qui est aujourd'hui ici,
Et bon, je vais pas tous les nommer, mais enfin on pourrait citer Luc, on pourrait citer Eric, on pourrait citer Marianne, et William aussi, Nicolas, ouais, Vincent, également, oui. Je crois qu'on a fait le tour. Et on a fait le tour. Et donc à partir de là, on a commencé à créer cette délégation. Et alors. On a eu beaucoup de chance. On a eu aussi des écueils. Faut pas se voiler la face non plus. Mais on a eu beaucoup de chance. C'est que dès que ça s'est su au Havre qu'une délégation commençait à se mettre en place, on avait des demandes quasiment quotidiennes. De personnes qui disaient mais on veut en être aussi, on veut vous aider, etc., etc. Et à un moment, on s'est dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce on a trop de gens qui veulent nous soutenir et on peut pas les laisser sur le bord de la route parce que si on les laisse maintenant, ils reviendront pas. Donc on a organisé une réunion. Au démarrage, on s'est dit on va organiser une réunion. Et puis on a fait ça au Kyriade, à l'entrée du Havre. D'accord. Et à cette réunion, à notre plus grand étonnement, il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes. Une centaine directement une centaine de personnes qui étaient prêtes à devenir bénévoles. Alors dans ces 100 personnes, il y avait 12-13 élus également qu'on avait invités. Ils ont répondu présents. Il y avait des élus de toute origine, de tout bord politique, parce qu'on se veut être une association apolitique et c'était important pour nous de les inviter. Après venait qui voulait, presque tout bord politique. On avancera pas sur les détails. Non, on n'ira pas sur les détails. Et donc voilà, on s'est senti vraiment soutenu. Vraiment soutenu. Le fait qu'il y ait autant de monde, autant de politique, on s'est dit voilà, il y a quelque chose, il se passe quelque chose au Havre. Et on a démarré vraiment à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose au Havre. Et d'ailleurs, vous l'aviez redit, je crois, lors de l'inauguration qui avait eu lieu, si je dis pas de bêtises, le 28 septembre, 29... Le 30, non? C'est le 30 septembre. Le 30 septembre. Voilà. J'étais à 2 jours près. Donc c'est là que l'inauguration a eu lieu. Donc tout le projet qui a porté ses fruits. Et comment s'est passée l'inauguration donc? Alors l'inauguration, c'était vu de ma fenêtre à moi, un très 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 grand moment. Oui. C'est vrai qu'on avait invité énormément de monde. Très peu avaient répondu. On ne savait pas qui allait être là, qui ne serait pas là. On ne savait pas sur quelle base, quel nombre de personnes se basaient. Et on était à peu près 200. On était à peu près 200 avec à nouveau des politiques qui avaient changé parce qu'il y avait eu des élections entre deux. Il s'était passé évidemment. Voilà, les élections qui élisaient les députés. Donc les députés de la vague d'avant nous avaient énormément aidés financièrement. Ça faut leur rendre hommage parce que vraiment on a eu des réserves parlementaires extraordinaires grâce à eux. Et la nouvelle vague qui est venue nous a vraiment apporté le même soutien. Alors pas financier parce que les réserves parlementaires n'existent plus malheureusement pour nous. Et ça va nous poser un très grave problème dans quelques mois parce que l'argent s'épuise. Oui. Et donc cette inauguration, ça a été vraiment un grand moment. On a inauguré le local d'accueil de jour parce qu'on n'a pas encore parlé un petit peu de la manière dont on accueillait ces jeunes, mais on a donc un local d'accueil de jour où on peut accueillir bien sûr des jeunes qui viendraient, qui seraient en souffrance, mais également des parents qui peuvent se poser des questions sur la sexualité de leur enfant, des jeunes scolaires qui savent pas comment aborder le sujet avec un ami dont ils se doutent qu'il est homosexuel et qui ne savent pas comment aborder le sujet. Voilà, on peut recevoir toutes les personnes qui ont envie de venir nous voir. Des personnes transgenres aussi, Tout à fait. Tout à fait, c'est important aussi parce que là aussi c'est une autre souffrance. Les personnes transgenres sont également les transgenres, c'est une autre problématique, mais également effectivement qui font partie de la cible des jeunes que nous sommes susceptibles d'accueillir. D'accord. Alors les cibles, on va en reparler un petit peu plus après dans notre interview, mais là on va parler de vous, bizarrement, de vous directement. Oui. En quoi consiste votre rôle très exactement à tous les deux? Je vais commencer peut-être moi, puis je te laisserai la parole après, Dylan, peut-être.
Mon rôle, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on démarre ce genre d'entreprise, je parle d'entreprise, mais ce genre d'association, le mot entreprise, c'était dans le sens large du terme. On y va un peu à tâtons. On ne sait pas où on va. Il faut qu'on trouve nos marques. Il faut qu'on avance tout doucement. Aujourd'hui, l'association elle est créée. On est sur le point d'accueillir les premiers jeunes. Moi, je dirais que je vais avoir un rôle plus de chef d'orchestre, de manager. J'aime pas ce terme-là parce que j'ai pas une âme de manager du tout. Mais ça, c'est un peu ça, c'est de coordonner un peu l'action de chaque pôle, de chaque action, de chaque groupe de personnes qui travaillent dans cette association, qui intervient dans cette association. Et donc voilà, moi mon rôle, ça va être d'abord ça, que tout se passe bien. Je vais avoir un rôle très important auprès des jeunes aussi, parce que le délégué est la personne avec qui le jeune a le contact hebdomadaire pour faire un bilan de la semaine passée, pour prévoir la semaine qui vient, voir quelles actions il met en place, comment on peut l'aider, comment il va réaliser ces actions-là, etc., etc. Et tout ça en lien, et bien sûr, avec les différents pôles qui interviennent auprès des jeunes et auprès de la vie des jeunes que nous allons accueillir. Des jeunes et de l'association pour parler général. Le système de pôle, on en reviendra dans quelques instants. Et de ton côté, Dylan, donc dis-nous tout. Quel est ton rôle ? Alors déjà, en tant que délégué adjoint, j'ai beaucoup secondé Philippe sur toutes les questions auxquelles il a parlé juste avant. Et je suis aussi à la gestion des bénévoles, donc je gère aussi toute la partie de gestion qui va venir en permanence. Quand il y a besoin de bénévoles pour les différents événements, j'essaie de trouver une équipe, etc. Enfin, ça fait partie de mon rôle, tout ça. D'accord, de coordonner une équipe. On peut dire ton âge sur l'antenne ? J'ai 23 ans. 23 ans, et donc c'est donc toi, hein, Philippe, qui a fait appel à Dylan, donc pour... Ça s'est fait complètement naturellement avec Dylan, parce que on a failli faire partie d'une autre association il y a quelques années auparavant, et puis cette association avait un peu capoté, donc Dylan et son compagnon Anthony m'avaient dit si un jour Philippe tu crées quelque chose, nous on te suit, on sera là. Ouais. Et donc tout naturellement quand je me suis retrouvé porteur de ce beau projet, j'ai fait appel à eux, quoi. Voilà, la confiance est restée présente depuis, et voilà, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça génial que voilà, des jeunes de 23-24 ans, voilà, on leur fait confiance et se retrouvent à la tête de responsabilité, parce qu'on peut le dire, hein, et je pense que Dylan, tu seras d'accord avec moi, que c'est un poste à grande responsabilité. Tout à fait, oui. Alors, le système de pôle, on y revient parce qu'on parlait des bénévoles, et du coup, vous avez répondu plus ou moins à la question comment sont dispatchés concernant les bénévoles, donc parler du système de pôle. Donc comment sont ces pôles exactement ? Alors, ce qu'il faut à mon avis dire avant tout, c'est qu'aujourd'hui nous sommes quasiment 60 bénévoles. 60, ce d'accord. Qui est du jamais vu au refuge au niveau national. Donc il fallait absolument et il faut, parce que on est encore en train de tâtonner sur une organisation qui convienne à tous. Il faut absolument que chacun y trouve sa place, et donc il y a 3 grands pôles qui ont été créés depuis un petit moment déjà. Il y a un pôle communication, parce qu'il faut absolument, c'est très important qu'on puisse communiquer et sur les réseaux sociaux et dans la presse et à la radio, et voilà, qu'on communique un maximum, qu'on puisse dire à tout le monde que le refuge existe, mais qu'on puisse dire aussi aux jeunes qui sont susceptibles d'être accueillis par l'association où s'adresser, comment s'adresser pour pouvoir venir au refuge, que ce soit en accueil de jour ou d'une manière plus poussée, leur offrir un logement si c'est nécessaire. Donc ce pôle communication, un pôle accompagnement, où il y a également la gestion de l'appartement, des visites aux jeunes, voir un peu si tout se passe bien, etc., etc. Ça, c'est le gros pôle, parce que ce sont des personnes qui vont également organiser des ateliers. Là,
au local, des ateliers qui peuvent être sur comment entretenir un logement, ça peut être comment avec 3 fois rien faire des menus un peu sympas qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis des ateliers cuisine, des ateliers de tous ordres, de recherche d'emploi, parce qu'on a la chance d'avoir quelques personnes qui travaillent et au Pôle emploi et à la mission locale, donc ça va être un atout assez important pour leur avenir. Et le troisième pôle, c'est le pôle administratif et logistique. Merci. C'est là justement qu'on va faire la gestion des bénévoles, il y a aussi la comptabilité, il y a toute la partie administrative de notre délégation. Qui est importante et qui est très lourde. Effectivement, comme tous les pôles d'ailleurs, on peut le dire. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, on va faire une première pause ensemble en musique, et pendant que on discutait pour l'organisation de cette interview, vous m'avez présenté un CD d'un groupe que je ne connais absolument pas, qui s'appelle les Funambules. Ouais. Alors qu'est-ce donc les Funambules? Alors les Funambules, c'est Stéphane Corbin qui un jour fait appel à quelques artistes de manière à pouvoir monter un spectacle complètement lié à l'homosexualité. C'est-à-dire que toutes les chansons ont un lien plus ou moins proche avec l'homosexualité. Et aujourd'hui, il y a 200 participants, 200 artistes qui font partie de cette association, et ils font des spectacles, et ils sont venus il y a un an et demi au Havre, au théâtre de l'Hôtel de Ville, invités par la compagnie Corinthe, que je salue d'ailleurs. Le message est passé. Pour monter un grand spectacle qui s'appelait À tout cœur, et les Funambules en faisaient partie. Il faut aller les voir. Honnêtement, faut aller les voir. C'est vraiment un spectacle unique. Il n'y a aucune autre troupe qui propose ce genre de spectacle. Leurs chansons sont d'une humanité, d'une tendresse, d'une poésie extraordinaire. Et c'est dans cette association aussi qu'on a trouvé le parrain de notre association au niveau du Havre. C'est Fabien Richard qui fait partie de cette association. Il y a plein d'autres gens hyper connus, mais je tiens à parler de lui parce que il a accepté d'être notre parrain. Il fait du théâtre, on le voit de plus en plus dans les publicités en ce moment aussi. Fabien Richard, quand je lui ai posé la question, il m'a dit: écoute Philippe, tu pouvais pas me faire plus plaisir que de me demander ça. En plus à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, dans ta voix. Donc, je voulais vous proposer de vous faire écouter les Funambules, un titre qui s'appelle L'Aveu. Voilà, ça va me permettre aussi de faire découvrir aux auditeurs ce qu'est cette magnifique troupe, donc, qu'est les Funambules. Je viens de la nuit, mon amour, des années je n'ai pas compris qui j'étais, pourquoi j'aimais ainsi. Je viens de la gêne, du silence, des mots étouffés de l'enfance, d'une terre de sourde violence. Aujourd'hui tout est plus facile. Le monde est-il moins imbécile, ou ai-je seulement le cuir moins fragile? Sur ta bouche je pose mes secrets, à tes pieds je foule le passé, dans tes yeux j'apprends à oublier. Aujourd'hui je marche avec toi, je vis, je vieillis avec toi, un mariage des enfants, pourquoi pas? Je ne rêve pas d'une vie différente, juste d'une vie qui m'enchante, avec l'homme que je sers contre moi.
excellent titre proposé donc par les Funambules. Et on continue ensemble, on est sur Radio Vallée de la Lézarde 103.1 avec Philippe Baumel et Dylan Cardine en interview et qui me font un petit signe comme quoi ils sont toujours présents et plus en forme que jamais d'ailleurs. Alors on va continuer ensemble, donc là on a un petit peu parlé du système de rôle et maintenant je voulais vous parler des ayants droit. Quels sont les ayants droit? Quand tu parles d'ayants droit, c'est qui on peut accueillir, c'est ça? Voilà, qui on peut accueillir. Tu as fait un petit peu, Dylan, tu avais un petit peu parlé, des trans, des adolescents. Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent être éligibles au refuge? Alors nous, on peut accueillir dans notre local toutes les personnes qui peuvent se poser des questions de près ou de loin. Par exemple, je sais pas si quelqu'un a un collègue dans son travail, à son école, qui se pose des questions, qui est en train de chercher sa sexualité, peut très bien venir nous voir, que ce soit le collègue ou la personne qui est en train de se chercher. On peut aussi avoir donc du coup toutes les personnes qui sont concernées directement, donc les LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans. Donc ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde en fait, même les parents qui peuvent se poser des questions. Donc ça c'est pour le local de jour. Et le local de nuit, donc ce sera exclusivement des jeunes de 18 à 25 ans. Oui. Qui seront du coup à la porte de chez eux. Il y aura d'abord un entretien par téléphone pour vérifier que c'est bien une personne qui a été mise à la porte de chez eux, que c'est pas une fugue ou ça peut arriver aussi. Oui. Donc pardon. Donc, ça c'est pour le local de nuit. Oui, donc au niveau du local de nuit, effectivement, de l'appartement relais en fait, on peut l'appeler également comme ça. Il peut y avoir dans une certaine mesure, mais exclusivement sur décision de justice, des jeunes de 16 et 17 ans, parce que ça arrive également, des jeunes qui se retrouvent en danger. Les problématiques peuvent être très diverses d'ailleurs à partir du moment où un jeune se retrouve à la rue. Quelquefois il appelle le refuge, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'il est dehors, qu'il vit dehors. Je vous laisse imaginer en ce moment ce que ça peut donner. Il n'y a pas que nos jeunes qui vivent dans la rue, bien malheureusement. Il y a beaucoup d'autres populations et c'est ce côté dramatique en France, en Europe et dans le monde, d'une manière générale. Mais voilà, nous, notre cible, ce sont ces jeunes LGBT, comme disait Dylan, qui se retrouvent dehors. Et alors, je voudrais aussi préciser qu'il peut y avoir également des jeunes qui viennent de l'étranger, parce que dans leur pays, ils sont menacés de mort par la justice, parce que la justice est faite ainsi dans certains pays. Et effectivement, on peut éventuellement de temps en temps accueillir également des jeunes qui viennent de l'étranger. Donc ça ne s'arrête pas qu'au système local et pas forcément sur le Havre. Donc les frontières sont également ici. Oui. Oui. Et effectivement avec l'hiver qui se rapproche, c'est pour eux un système assez difficile. Alors des jeunes qui peuvent bénéficier aussi d'une ligne d'écoute, avec un numéro. Alors en fait, un jeune qui se retrouve à la rue, la première chose qu'il devra faire, même s'il vient nous voir, nous, on appellera cette ligne téléphonique qui est la ligne d'urgence du refuge. C'est un seul numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone portable. Je vais le donner si tu le permets. C'est donc le 06 31 59 69 50. Le 06 31 59 69 50. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, le jeune sera accueilli par une personne qui va l'écouter, qui va prendre en compte ce qu'il dit. Et en fonction de l'urgence de l'appel et l'urgence de la prise en compte, il pourra être mis en relation avec un travailleur social avec qui il aura un autre entretien qui va durer 1 heure, voire parfois un peu plus en fonction de la problématique du jeune. Et à partir de là, sera évaluée l'urgence de la situation. Est-ce qu'il doit intégrer un appartement relais ou pas? Parce que quelquefois, il y a des jeunes qui téléphonent en disant, moi, avec mes parents, ça se passe pas mal, mais c'est moi qui vais pas bien. Et puis voilà, il demande juste à être rassuré. Et là, il est redirigé vers la délégation la plus proche de chez lui, uniquement pour pouvoir discuter avec nous. Ce qui est intéressant aussi, avec ce numéro de téléphone, le fait que ce soit un portable, on peut aussi envoyer des SMS. C'est pas toujours évident de téléphoner. Ils reçoivent énormément de SMS, ils les répondent. Il ne faut pas hésiter non plus à envoyer des SMS.
Tout à fait. D'accord. Donc, il y a des personnes qui peuvent après faire partie du refuge et les personnes qui ne sont pas éligibles au refuge pour les raisons que tu as décrites pour ceux et celles dont on a jugé l'urgence pas inadéquate. Je ne sais pas si le terme est exact. Comment s'occupe-t-on de ces personnes ? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que quelquefois ça peut être des personnes qui se disent tiens, au refuge je sais qu'il loge des jeunes, etc. Et puis que si le jeune n'est pas dans la cible LGBT, effectivement on ne pourra pas l'accueillir, on ne l'accueillera pas. On pourra l'accueillir éventuellement en accueil de jour s'il le souhaite, mais pas en accueil de nuit s'il y a cette urgence-là. Par contre, on le redirigera vers d'autres associations qui seront adaptées à sa situation à lui. Que ce soit, dans le pire des cas, c'est le 115, si j'ai bonne mémoire, mais ça peut être aussi vers des logements d'urgence pour femmes battues, ça peut être pour on va rencontrer toutes les situations. Après, ce qu'il faut voir, c'est qui dépend de notre association et qui n'en dépend pas. Voilà, c'est le côté un peu difficile. On ne peut pas accueillir tout le monde. Je peux te donner 2 chiffres, mon cher Tristan. C'est sur l'année passée, en 2016, il y a eu 651 demandes d'hébergement. 651 demandes pour 18 délégations, pour 80 places d'hébergement, et on en a accueilli 265 ou 66, je sais plus. Donc les autres, on a trouvé d'autres solutions pour qu'ils puissent être accueillis, mais malheureusement le nombre de places au refuge est très limité. Et on ne peut pas accueillir tout le monde, quoi. Les choses ne vont pas forcément s'améliorer parce qu'on a atteint déjà ces chiffres déjà fin août pour 2017. Oui. Déjà fin août, on avait déjà atteint les chiffres de 2016, donc ça va pas forcément s'améliorer en fait. D'accord. Alors, parmi les autres points sur lesquels j'avais envie de revenir, donc on a un petit peu parlé des gens que l'on rencontre au refuge. Est-ce que vous rencontrez des familles, des psychologues, des psychiatres? Il y a des qui sont bénévoles, je ne sais pas. Comment ça se passe? Alors, au Havre, on a la chance d'avoir 2 psychologues qui sont bénévoles. C'est un gros atout parce qu'effectivement dans beaucoup de délégations ce sont des psychologues que les jeunes vont voir et donc effectivement il y a un coût. Nous on a cette chance d'avoir cette gratuité puisqu'ils sont bénévoles. Donc l'une d'entre elles a un cabinet, donc ça peut permettre aussi de recevoir le jeune à l'extérieur de l'association, donc ça met aussi dans une situation où elle ne semble pas bénévole quelque part. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça peut être important pour le jeune de sentir qu'il est suivi d'un côté par l'association et de l'autre côté par une personne du corps médical, parce que les psychologues font partie de ce corps médical, d'une manière complètement indépendante et voilà, c'est important. Et qui permet d'une certaine façon de compléter aussi bien le travail des différents bénévoles. C'est indispensable. Alors les jeunes ont même cette obligation au démarrage d'avoir au moins un premier entretien avec le psychologue pour voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Personnellement, j'espère pouvoir en mettre un deuxième à la suite, parce que en un entretien, c'est pas toujours facile de tout détecter. Donc d'en avoir un deuxième, peut-être 15 jours, 3 semaines après, pour voir un petit peu comment le jeune se sent aussi chez lui. J'imagine que c'est un travail à long terme. Bien sûr, bien sûr. Donc on va accueillir les jeunes sur une moyenne de 6-8 mois. Chaque jeune restera dans la délégation en accueil là je parle en appartement relais, environ entre 6 et 8 mois. Pour certains, ça ira un peu plus, pour d'autres, ça sera moins parce qu'ils vont trouver des solutions plus rapidement, mais la moyenne est entre 6 et 8 mois, et à partir de là, avec l'expérience des autres délégations, on peut dire que c'est pas de trop.
Très bien. Écoutez, une deuxième pause musicale, on va la passer ensemble. Alors, on va réécouter dans quelques instants un des titres de Funambule, mais là pour l'instant, j'avais souhaité retrouver l'une des BO de films de 120 battements par minute, que vous devez connaître certainement si je vous dis Small Town Boy. Bien sûr. Et c'est ce titre-là que je vous propose, qui a été remixé par le compositeur du film, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est ce titre que je vous propose d'écouter. Voilà le titre Bronskevich de Small Town Boy. Donc voilà, c'est un titre que je trouvais intéressant à faire passer dans le cadre de cette interview, parce que pour ceux et celles qui reconnaissent l'histoire du titre original, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon victime d'homophobie et de solitude, incompris par sa famille, et qui finit par quitter le berceau de son enfance pour vivre son existence d'ailleurs. Je suis toujours avec Philippe Paumel et Dylan Cardine, qui sont sages comme des images. Bon, on essaye, le micro est ouvert. Mais oui. Alors, ça me permet comme ça avec... Après, juste, mon cher Tristan, je voudrais préciser que, effectivement, cette musique, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est la musique du film 120 battements par minute, qui est un film, pour ceux qui l'ont vu, qui est
hyper touchant sur l'action de ACT UP au début des années SIDA. Malheureusement, on les appelle comme ça, au début des années 80, 83, 84. C'est un magnifique film que nous avons eu la chance de voir il y a très peu de temps, parce qu'on avait organisé une projection. Un ciné-débat, oui, tout à fait, au cinéma Les Arts à Montivilliers. Et voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil au cinéma Les Arts également, parce que il fait partie de nos partenaires, merci. Et donc c'était important, c'était très important. Très important. D'ailleurs, comment et enrichissant. Et comment s'est passé ce ciné-débat dont on avait fait quelques communiqués à l'antenne lorsqu'il avait été proposé? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Le débat était un peu compliqué parce que tout le monde pleurait, mais c'est vrai que c'est un film qui est tellement touchant. Tout le monde s'est pris une grosse tarte dans la figure, pour être poli. Mais voilà, chacun a bien expliqué un petit peu le ressenti du film, et on en est tous venus à dire, comme l'a dit une très jeune fille d'ailleurs qui devait avoir 16-17 ans, mais aujourd'hui le sida dans les médias, on n'en entend plus parler en dehors du 1er décembre parce que c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, mais autrement ça passe à la trappe, plus personne n'en parle, et c'est le grand drame, parce que il y a de plus en plus de très jeunes qui contractent la maladie, alors que ça pourrait être évité avec un minimum de prévention, quoi. Voilà. D'accord. C'est mon cri de désespoir. C'est un cri de désespoir, mais qui a quand même son importance. Tout à fait. Alors, selon vous, puisque là on parle de sujets assez sensibles, on va venir sur un sujet qui est tout autant aussi sensible. C'est l'image de l'homosexualité en France. Selon vous, comment elle a évolué? Eh bien, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, parce que si on interroge les gens dans la rue, et ça m'arrive de temps en temps lors de certaines journées, comme on parlait de la journée mondiale de lutte contre le sida, où on a posé justement ces questions à des jeunes à l'université, je dirais quasiment à l'unanimité, les gens disent oui, mais l'homosexualité aujourd'hui c'est bien accepté, tout le monde, ils nous disent, nous à l'école il n'y a pas de problème, quand on a un pote homosexuel il est accepté comme les autres. Sauf que dans la réalité, c'est complètement différent, parce que, comme on le disait tout à l'heure avec des chiffres assez parlants, il y a encore des jeunes qui se font mettre à la porte de chez eux à cause de ça, il y a encore des jeunes qui se font tabasser, il y a des jeunes qui se font tuer en France à cause de leur homosexualité. Faut savoir que la Seine-Maritime est dans un peloton de tête, malheureusement. Elle fait partie des 13 départements les plus sujets à des actes homophobes en France, et là quand je parle de la France, c'est la métropole et l'outre-mer. C'est assez dramatique, mais tant que des mots qui peuvent paraître anodins pour certains, quand on dit on n'est pas des PD, tout ça, tant que ces phrases ne disparaîtront pas du langage familier, techniquement, en termes de justice, c'est une insulte, mais tant que ça ne sera pas vraiment parti du langage, ça sera pas sorti du langage familier de Monsieur Tout le Monde, on aura ce genre d'acte, malheureusement. Tout comme les stéréotypes, genre l'homme maniéré, la cage aux folles, le coup celui qui va être coiffeur, etc. Tous ces stéréotypes qui font... Oui, on pourrait dire la même chose avec d'autres populations, le maçon portugais, le plombier polonais. Enfin voilà, c'est aussi ridicule, quoi. Enfin. Non, c'est compréhensif. Alors, vous avez inauguré le local, comme on a dit, le 30 septembre. Alors, vous avez un appartement relais actuellement pour ces jeunes. On en est où? On en est où on est prêt à accueillir ces jeunes, et dès que l'opportunité arrive, dès qu'un jeune appelle la ligne d'urgence. Alors, il faut savoir qu'en France, on a dit tout à l'heure, il y a 18 délégations, dont 16 en métropole. La problématique qui s'est posée quand on a regardé un petit peu la carte de France, c'est que la plupart des délégations sont dans le sud de la France. Pour une raison simple, c'est que quand Nicolas Noguier a créé le refuge, il habitait Montpellier, donc la première délégation s'est trouvée à Montpellier, et puis ensuite c'était plus facile pour lui
ce soit pas trop éloigné, de manière à ce qu'ils puissent intervenir quand c'était nécessaire, etc. Quand on a mis en place cette délégation au Havre, il y avait Rennes qui existait, il y avait Strasbourg, il y avait Lille, il y avait Paris, et c'est tout. Dans la moitié nord de la France. Donc en gros, Paris étant complètement submergé par les demandes, entre Rennes et Lille, il n'y avait rien. Parce qu'avant que la délégation de Seine-Maritime ouvre, tous les jeunes qui avaient besoin d'aide et qui appelaient le refuge étaient redirigés vers Paris. Alors, étaient redirigés vers Paris ou vers Lille, oui. D'accord, oui, donc effectivement pour eux c'était pas évident. Alors pour le système de l'appartement, j'imagine qu'il doit y avoir un règlement à respecter. Tout à fait, un règlement assez strict même. Il y a 1 heure pour entrer le soir. Les jeunes n'ont pas le droit. Je ne vais pas vous raconter un petit peu tout le règlement intérieur parce que ça va être un peu pénible pour les auditeurs. Mais effectivement, il y a donc un horaire à respecter pour entrer le soir. Ils n'ont pas le droit de recevoir de monde. Évidemment, ils n'ont pas le droit d'y introduire ou d'y consommer des produits illicites. Voilà pour la base de la base, je dirais. Maintenant, effectivement, on mettra en place aussi il faut qu'ils entretiennent ce logement parce qu'en fait, ce logement, ils vont vivre seuls en colocation. Ils vont être 3, voire 4 maximum parce qu'il y a 3 chambres et on est susceptible d'accueillir un jeune couple. Ça peut arriver. Donc, ils vont être 3-4 à vivre dans ce logement et ils vont vivre en colocation. Ça va être chez eux. Nous, on sera uniquement là pour voir si tout se passe bien, s'ils entretiennent bien ce logement, comme on va leur montrer comment faire. Ils vont avoir un logement exceptionnel parce que on a eu cette chance d'avoir un partenariat qui s'est mis très rapidement en place avec Logeo Seine-Estuaire, pour pas les nommer, et je les salue également parce que ils ont fait énormément pour nous durant ces longs mois d'attente, de création et de mise en place de ce projet. Ils nous ont proposé un logement qui est extraordinaire, qui est vraiment magnifique. Les bénévoles, et là je salue entre autres Christophe et toute l'équipe qui l'a aidé, l'ont pas remis en état parce qu'il était très bien, mais bon, ils l'ont mis un peu au goût du jour pour les jeunes. On a fait un appel aux dons de mobilier et là l'appartement s'est trouvé meublé de manière quasi naturelle. Aujourd'hui, il nous manque juste, je lance un petit appel puisqu'on est là, un réfrigérateur, une machine à laver et une cuisinière électrique. Voilà. On peut se débrouiller au niveau de la cuisinière électrique. On a un petit truc en provisoire, mais bon, voilà, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. On peut démarrer aujourd'hui, on peut les accueillir. On a des solutions de remplacement, mais voilà, c'est ce qui nous manque. Et le message est passé, on refera repasser toutes les informations qui permettra de contacter le refuge en toute fin de cette interview. Mais pour l'instant, je vous propose pour la 3e fois que l'on se détende tranquillement. D'autant plus que le temps ne nous aide pas à nous détendre, donc la musique, elle est importante. Et je vous propose de revenir tout simplement au début avec les funambules que vous avez tous les deux gentiment confiés. Donc le titre au début des funambules. Qui n'aimaient plus, on a su que les hommes qui n'aimaient plus les femmes étaient de plus en plus nombreux. On a dit d'abord on n'a rien dit, d'abord on n'a rien dit. Puis ensuite on a dit que c'était une aérolite, une météorite, la pollution, le réchauffement climatique, un nouveau virus prédit par Nostradamus, une mutation génétique, un envoûtement, la faute du gouvernement, la démission des parents, la colère divine et la fin du monde. On a dit qu'il fallait des prières, un pouvoir autoritaire, un régime militaire, punir les réfractaires, châtiments exemplaires. On a cherché des boucs émissaires, on a pris les ordinaires, on en a calomnié, on en a dénoncé, on en a spolié, on en a
redevenu normal. Tout était redevenu normal. Tout était redevenu C'est alors que des femmes ont commencé à ne plus aimer. Les hommes. Magnifique titre du refuge, j'allais dire du refuge, voilà. Bon. Non, pas encore. Bientôt une chorale pour le refuge. Non, pas pour l'instant. Non, les funambules, bien sûr. Ouais, bah, c'est un petit coup de fatigue de temps en temps, ça arrive, hein, même pour votre serviteur. Et donc, on continue ensemble. On est encore ensemble 15 minutes, à peu près un petit peu moins de 15 minutes. Je voudrais juste revenir sur une phrase de cette chanson. Tout était redevenu normal. C'est bien le mot qu'il faudrait quasiment bannir de la langue française. Qu'est-ce que la normalité? À partir de quel moment on est normal? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homosexualité est encore considérée comme quelque chose d'anormal. Et anormal par rapport à quoi? Voilà, c'était juste le petit... D'accord. Une question qui pourra vous que je lance. Que vous lancez pour les auditeurs, voilà, que vous pourrez réfléchir chacun de votre côté. Alors, juste avant notre pause musicale, vous avez parlé de partenaires. J'imagine qu'il y a d'autres partenaires dans cette merveilleux ensemble. Oui, des partenaires. On a cette chance d'avoir même été parfois contactés directement pour justement mettre en place des partenariats. Là, je pense entre autres au Centre chorégraphique de Caen, qui nous a contactés pour pouvoir mettre en place des concerts, venir faire des ateliers avec les jeunes, mais aussi venir voir des ballets. Parce qu'il y a une chose auquel on tient beaucoup au refuge au Havre, en Seine-Maritime, c'est que de pouvoir faire découvrir aux jeunes que l'on va accueillir des choses qu'ils ne seraient pas allés voir spontanément tout seuls. Par exemple, on espère pouvoir les emmener à l'opéra, on espère pouvoir les emmener voir des pièces de théâtre, des ballets, aller au musée, tout simplement. Des choses qu'un jeune de 18-20 ans, on leur dit, tiens, t'as déjà visité le MUMA? Il n'y en a pas beaucoup qui disent oui. Certains, c'est vrai, ont cette curiosité, mais pas tous. Après, ils feront leur propre avis, ils se feront leur propre avis. J'aime pas, mais au moins ils sauront de quoi ils parlent. Et ça, pour moi, et pour nous tous, c'est important qu'ils puissent dire, voilà, moi j'aime pas parce que, voilà, j'ai des raisons, j'ai vu, ça ne m'a pas plu, ou alors au contraire, j'ai découvert quelque chose qui m'a étonné, qui m'a surpris, et du coup, j'ai envie d'y retourner, quoi. Donc des partenaires, oui, on en a pas mal, alors que ce soit dans le monde du spectacle comme cela, on espère avoir, ça on l'a pas encore, mais avec le Volcan également quelque chose. Ça, j'ai un contact qu'il faut que je reprenne avec Maryse Ricoire, pour pas la nommer. Nous avons des contacts. Alors, on a des partenariats aussi avec des organismes qui vont être d'un grand secours, comme la sécurité sociale, parce que ces jeunes qui vont arriver n'auront peut-être plus leur carte de sécu parce qu'ils vont être peut-être partis en catastrophe. Donc, pour pouvoir refaire rapidement une carte de sécu, pour qu'ils puissent bénéficier de la CMU rapidement, qu'ils puissent être pris en charge très vite en cas de problème. Également avec l'IRSA, qui est le centre de bilan de santé au Havre, de manière à pouvoir faire un bilan de santé dès leur arrivée, pour qu'on puisse avoir un état des lieux, qu'ils puissent eux avoir un état des lieux sur leur état de santé et voir un petit peu vers quoi il faut se diriger, vers qui il faut se diriger en termes de spécialistes s'il y a besoin. Partenariat, il y en a beaucoup. On a été énormément contactés. Alors du coup là, ça m'échappe un peu.
Des médecins aussi, il y a des professionnels de santé. Oui. Un psychiatre également qui est. On a un médecin traitant, on a une dentiste. Il nous manque un ophtalmo. Je lance un appel s'il y a un ophtalmo qui nous écoute. On recherche un ophtalmo qui pourrait nous donner des rendez-vous à 1 semaine 10 jours. Alors je sais que c'est très. C'est un peu exigeant, mais c'est vrai que ces jeunes, on tient absolument à ce qu'ils soient pris en charge très vite de manière à résoudre toutes les problématiques annexes, ces petits soucis qui pourrissent la vie, quoi. En même temps, la cause est normale, donc d'où le fait que c'est important qu'il soit encadré. Bon bah du coup, j'allais vous demander si vous aviez des besoins en bénévole, étant donné que vous êtes une association, il n'y a pas de salariés pour l'instant. Ah non, on n'a pas de salariés. Donc pour l'instant, donc peut-être que vous aurez besoin des bénévoles dans quel domaine, peut-être? Bah je dirais qu'aujourd'hui, on est une soixantaine, on est relativement complet au niveau des actions. Je dirais que si on acceptait encore des bénévoles, ça serait peut-être un travailleur social, parce on a qu'une travailleuse sociale qui nous accompagne, une deuxième qui devrait nous rejoindre dans quelques mois, mais pour l'instant elle nous avait rejoint, et puis bon, elle a des petits soucis de santé familiaux qui fait qu'elle s'est un petit peu éloignée, mais je sais qu'elle reviendra. Par contre, effectivement, en ce moment on n'en a qu'une, et ça peut être un petit peu juste, donc assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés, voilà, tous ces métiers-là peuvent nous être d'un grand secours. Autrement, au jour d'aujourd'hui, on a arrêté l'accueil de nouveaux bénévoles parce que à un moment, il faut, je pense, le temps de lancer vraiment la machine maintenant, d'accueillir les jeunes, voir un petit peu où on va avant de pouvoir, parce que bon, voilà, on est 60 aujourd'hui, peut-être que dans un an ou deux, on sera peut-être 40, 30, on sera peut-être 65, je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, on attend de voir où on va avant de relancer les demandes de bénévolat. D'accord. Et du coup, cette machine qui est bien lancée, il y a des projets à venir. Oui. Déjà mettre en pratique les partenariats dont on parlait tout à l'heure avec le centre chorégraphique de Caen. On a un contact aussi avec le centre chorégraphique du Havre. Il faut qu'on les contacte. On a les numéros de téléphone. On a rencontré déjà une personne. Mais pour mettre en place vraiment, on a la chance d'avoir aussi une bénévole qui travaille au Louvre, Marie. Elle sera très contente que je la nomme en plus. Je pense, en effet. Donc Marie nous a proposé de faire visiter aux jeunes le Louvre. Alors une partie, parce que si on se lance dans la visite complète, on en a pour un mois. Mais elle nous ouvre aussi tous les autres musées de Paris, les musées du Havre, leur faire visiter le Havre, parce qu'elle a une très grande connaissance de l'histoire du Havre. Et ça peut déjà être bien pour des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas le Havre, de savoir un peu où ils mettent les pieds. Ça suffit. En fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il peut y avoir aussi des fois des jeunes qui peuvent venir de l'autre bout de la France, parce que par exemple dans le sud de la France, il peut très bien être menacé de mort par la famille. Donc pour protéger le jeune, on va l'envoyer du coup chez nous au Havre, ou inversement, on peut l'envoyer dans le sud de la France, enfin dans une délégation à l'autre bout du pays, pour pouvoir le protéger. Donc c'est pour ça, du coup, il y en a des jeunes qui pourront très bien ne pas connaître la ville du Havre. D'accord. Bah écoutez, dernière chose que j'avais envie de voir avec vous, c'est surtout si vous aviez un message pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui, j'espère, seront nombreux à écouter cette interview très enrichissante, un message d'espoir à transmettre aux jeunes qui nous écoutent et qui pourraient se sentir concernés concernant le refuge. Alors un message d'espoir, je sais pas si ça va être un message d'espoir. Moi, j'ai envie de leur dire que quelle que soit leur sexualité, elle est normale. Qu'on aime un homme quand on est un homme, qu'on aime une femme quand on est un homme, qu'on aime un homme quand on est une femme, ou qu'on aime une femme quand on est une femme. C'est compliqué ce que je dis. C'est pareil, l'amour n'a pas de frontières. L'amour, de la même manière qu'on va aimer un noir, on va aimer un blanc, on va aimer un asiatique, l'amour n'a pas de frontières. L'amour, c'est l'amour avec un grand A. Et si il se retrouve un jour en difficulté, le refuge est là, les bénévoles du refuge sont toujours là pour les accueillir, pour les accompagner, pour les aider, pour leur, comme tu disais au début de ce reportage, de cette interview, leur tendre la main, parce que un certain nombre d'entre nous
qui sommes bénévoles, je parle pas forcément de moi personnellement, hein, mais n'ont pas eu cette chance il y a quelques années, parce que contrairement à Dylan qui a 23 ans, moi j'en ai quelques dizaines de plus, et il y a de la génération dont je suis, j'ai 56 ans bientôt, hein, pour être clair. Voilà, je l'ai dit. J'assume. En même temps, j'ai oublié de le demander. Donc non, mais c'est pas grave. Effectivement, en 62, je dirais, même dans les années 80, quand on disait qu'on était homosexuel, déjà c'était encore une maladie. Hein, c'est vrai. Et donc à partir de là, c'était très compliqué de pouvoir révéler son homosexualité. C'est malgré tout ça un peu plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui, malgré tous les risques et toutes les problématiques que ça pose. Malgré tout encore, c'est quand même un peu plus facile pour eux, avec voilà tous les bémols qu'on a pu dire pendant cette heure passée ensemble. Mais l'espoir, il est là. Je crois qu'il faut vraiment dire à tous ces jeunes que la vie est belle, la vie continue, et puis ouais, ça, j'en suis convaincu. La vie est belle et le message est beau surtout. Merci beaucoup Philippe et merci beaucoup Dylan. C'est sur ces belles paroles. De rien. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est sur ces belles paroles voilà que l'on va se quitter ensemble. Donc je rappelle toutes les façons dont on peut vous contacter. La page Facebook, bien sûr, en tapant @radio, j'allais dire Radio Vallée de la Lézarde. Ça c'est notre radio pour retrouver l'interview que l'on a faite à l'instant en podcast prochainement. Non, @le refuge Normandie pour découvrir toutes les dernières informations qui se passent autour du refuge. Il y a aussi une adresse internet www.le-refuge.org et la ligne d'urgence que vous avez précisée avant, et je te laisse. Je voudrais juste rajouter, parce qu'on a parlé du local de jour, on n'a pas donné l'adresse, et je tiens absolument à la donner, parce que sans l'adresse, c'est pas facile d'y venir. Aussi, oui. C'est donc le 56 rue Labédoyère, c'est une rue qui se trouve derrière l'université, donc au 56 rue Labédoyère. Au pied du pont Denis Papin. Voilà, au pont du pont Denis Papin, merci, je vais y arriver. C'est un local, alors qui est pas ouvert tous les jours, parce qu'on est bénévole et que pour la plupart d'entre nous, on travaille et que c'est pas facile de trouver des horaires d'ouverture. Donc il y a une permanence tous les mercredis de 17 à 20h. Pour l'instant, c'est le seul jour de permanence et ce sont les seuls horaires. Mais je pense qu'assez rapidement, on va étendre ça à d'autres jours, mais on vous tiendra au courant. Ça pourrait être amené à évoluer par la suite, donc, mais ce local existe bel et bien, et c'est important de savoir que des gens peuvent être accueillis durant ce mercredi de 17h à 20h, donc dans ce local. Et la ligne d'urgence que j'allais redire, donc 06 31 59 69 50. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez des gens qui peuvent être concernés par concernant le refuge, ce numéro-là est à votre disposition. Merci beaucoup à vous deux. Et alors on va se quitter quand même en musique, toujours dans le cadre du Funambule. Ça faisait partie du deuxième disque, qui s'appelle La tête en l'air. Donc ça va nous permettre de nous renvoler tranquillement avec le titre Les Funambules. Et je vous souhaite vraiment bonne continuation. Moi en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir. Je trouve que ça a été très enrichissant ce moment que l'on a passé ensemble, et j'espère que les auditeurs qui nous écoutent l'auront trouvé de la même façon dont j'ai trouvé cela enrichissant. Et voilà, merci encore beaucoup à vous et bonne continuation. Merci Tristan, à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. De
sait que nos voix sont fragiles et nos mots jetables. On pourra écrire autre chose. À marcher sur des fils, combien seront tombés de marques indélébiles et combien de blessés. On aura des enfants à faire, des repères à créer. Il y aura tellement d'autres guerres, tout un monde à repenser. On pourra rêver d'autres choses, Aussi rapide qu'un courant d'air. Les années auront passé. On aura moins de force qu'hier. Quelques rides, des idées. On pourra construire autre chose. À marcher sur des fils, combien seront restés? Combien dans les abîmes et combien envolés? Et quand nous aurons tous aimé, qu'on rira de ce temps, qu'on en parlera au passé, comme d'un combat d'antan. On pourra passer